Bon, chère madame, est-ce que vous pouvez... On va se vous voyez pendant l'interview. Hein? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je m'appelle Absa Banor. Je suis née à Horkadiéré, qui est un village qui se trouve au Sénégal en 1952, en juin 52. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je suis restée dans ce village. Et puis pour un problème de santé, donc je suis allée en ville, c'est-à-dire à Dakar, où était ma grande sœur qui était mariée. Elle était mariée au Sénégal, elle était mariée à Dakar, elle était avec son mari à Dakar qui travaillait là. Et comme il n'avait pas eu d'enfant, il était marié depuis 5 ou 6 ans, il n'avait pas d'enfant. Donc je me suis retrouvée adoptée par ma sœur, qui est beaucoup plus âgée que moi, parce que c'est l'aînée, et moi je suis la dernière. Et donc elle m'a adoptée avec son mari. Donc je peux dire, quand on dit adoptée chez nous, c'est pas vraiment où on change les papiers de trucs, c'est-à-dire que j'ai été donnée à ma sœur qui n'avait pas d'enfant, comme ça se fait dans nos traditions. Donc ils m'ont élevée, c'est eux qui m'ont élevée, comme ils étaient à Dakar, c'est eux qui m'ont mise à l'école. Donc ce qui fait que je suis dans une famille où pratiquement personne n'a été à l'école. J'ai trois sœurs, j'ai 2 sœurs de même père, même mère. J'ai une sœur de même père et j'ai un frère de même père et mère, mais personne n'a été à l'école, donc ils sont tous restés au village. Donc c'est comme ça que j'ai eu moi la chance d'aller à l'école, parce que j'étais à Dakar. Donc j'ai fait mes études primaires, j'ai fait mes études secondaires là, d'abord à l'école Kléber, ensuite au lycée Van Vollenhoven, ensuite au lycée Maurice Delafosse, et après j'ai été à l'université de Dakar où j'ai fait une licence de droit, et ensuite à l'ENAM de Dakar. Donc comme je disais, j'ai été élevée donc ma grande sœur, donc ce qui fait que, alors la particularité de la famille, c'est que son mari est mauritanien, donc il est du village de Sintian Patalal. Et donc, ce qui fait que je peux dire que j'ai vécu dans ce milieu-là. Donc, il n'y avait pas de différence pour nous entre Sénégalais et Mauritaniens. C'est des Haalpulaar qui viennent du Fouta. Donc, je connais aussi bien la partie mauritanienne que la partie sénégalaise. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et ce qui fait que, aussi bien, je peux dire, j'ai commencé à avoir cette conscience d'être mauritanien ou d'être sénégalaise qu'après. Parce qu'en plus, j'ai la particularité d'avoir, ma mère est mauritanienne. Donc ma mère est mauritanienne, elle est de Dioul. Elle est issue d'une famille qui est une famille, comme on dit, c'est les chefs de village de Dioul, les Farbes de Dioul. Et donc, comme je vous dis, c'est vraiment un mélange, quoi. Pour moi, ça n'a jamais été, la distinction ne s'est jamais faite vraiment. Et donc après, il faut dire que bon, mon premier contact avec la Mauritanie, c'est en 1970, où j'ai été vraiment en Mauritanie. Quand on dit Mauritanie, c'est à Nouakchott, où j'étais allée accompagner une cousine qui s'était mariée, donc j'ai été là-bas. Et je suis revenue, donc j'étais déjà à l'université, puisque j'étais à l'université à partir de... J'ai eu mon bac en 1971, donc j'étais déjà à l'université. Donc j'ai été en Mauritanie, ça a été mon premier contact, si je peux dire Mauritanie, c'est-à-dire le pays lui-même, le territoire mauritanien. Parce que, comme je vous disais, avec la population, le problème ne se posait pas. Donc, et puis je peux dire aussi, c'est pas vraiment en 72, le premier contact, le premier heure qu'il y a eu, c'est en 1966, quand il y a eu les problèmes en 1966 en Mauritanie. Je me rappelle jusqu'à présent de cette nuit où on a été réveillés par nos parents qui avaient fui. Parce qu'il y avait eu les événements, il y avait eu des morts déjà, et qui avaient fui la Mauritanie et qui étaient venus à la maison. Donc dans la nuit, je me rappelle en 1966, on a été réveillés par le fait, en disant en Mauritanie ça ne va pas, en Nouakchott des gens sont en train d'être tués, et ils avaient fui, ils étaient venus nous rejoindre. Et je me rappelais, mon beau-frère disait heureusement que je ne suis pas retournée au moment des indépendances, parce qu'il y avait eu un lobbying très fort en 1960 quand il y a eu des indépendances pour qu'il rentre en Mauritanie. Il avait dit non, moi j'ai déjà un travail, je travaille déjà ici, donc je n'ai pas besoin de repartir, je reste ici. Il avait sa nationalité mauritanienne, sa carte d'identité mauritanienne, je me rappelle, mais il a préféré rester au Sénégal. Et je me rappelle qu'en 1966, quand les gens sont venus dans la nuit, fuyant justement ce pogrom qui avait lieu, ils disaient heureusement que je ne suis pas partie, parce que je serais peut-être dans cette situation en train de fuir.
Donc c'est là où il y a eu le premier contact vraiment de ce qui se passait, où vraiment on parle de la Mauritanie, quoi, du territoire mauritanien. Mais sinon, la première fois où moi j'ai mis les pieds, et quand je dis mettre les pieds, c'est aussi le fait qu'il faut dire aussi que quand on parle de mettre les pieds, c'est en général quand on parle de Mauritanie, on parle des capitales, parce que dans les villages, on parle de part et d'autre, on n'a pas l'impression d'être en Mauritanie ou d'être au Sénégal. Donc quand on parle, ça me rappelle quand les gens disent à Dakar, ou dans mon village, à Orkadiéré, je vais au Sénégal, je vais à Dakar alors qu'ils sont au Sénégal, à Orkadiéré. Ou bien quand ils sont à Sintian, ils disent je vais en Mauritanie alors qu'ils oublient que Sintian c'est la Mauritanie, mais pour eux aller en Mauritanie c'est aller à Nouakchott. Et donc, mais la première fois que j'ai été à Nouakchott, c'était en 70. Donc j'ai passé mes vacances là-bas pendant 2-3 ans et puis je suis retournée au Sénégal. Et j'avais, depuis la première année à l'université, j'avais une bourse mauritanienne, comme je vous disais, que ma mère était mauritanienne, donc j'avais la nationalité mauritanienne à partir du moment où ma mère était mauritanienne, née en Mauritanie. Donc mon grand-père... Quand est-ce que vous avez fait la démarche de prendre... C'était une démarche à faire? Ah oui, j'ai fait la démarche. Alors j'ai fait la démarche en 71. J'ai fait la démarche d'avoir la nationalité. Comme je disais, bon, j'avais mon beau-frère qui était déjà mauritanien, donc j'avais ma mère qui était mauritanienne, mes grands-parents et tout. Donc je pouvais avoir la nationalité par le fait que ma mère était mauritanienne et née en Mauritanie. Donc comme elle avait son certificat de nationalité, c'est comme ça que j'ai eu ma nationalité. Et quel rapport est-ce que vous aviez avec vos parents pendant toute cette période? Mes parents, alors j'ai une anecdote concernant mes parents. La première année où j'ai été en vacances au village, donc avec ma soeur et son mari. Donc j'étais dans la famille de ma soeur, hein, parce qu'au village, donc la femme va dans la famille de son mari, donc je n'étais pas chez mes parents. Moi, en fait, comme disait mon beau-père, c'était une adoption totale, puisque mon père lui avait dit je te donne ma fille et je ne veux rien d'elle, sauf peut-être le jour de sa mort, ses ossements. Donc c'était pas, pour moi, j'avais pas conscience d'ailleurs que c'était pas mes parents. Et donc quand on est arrivé au village, donc les gens sont venus me saluer, tout le monde est venu me saluer. Et puis un monsieur se lève et prend les chaussures de mon beau-père. Et je dis à mon beau-père, je l'appelais Dédé. Dédé chez nous, c'est un terme affectueux qu'on appelle le grand frère. Je l'appelais Dédé et je ne l'appelais pas papa, je l'appelais Dédé. Et je lui dis Dédé, le monsieur il a pris tes chaussures. Et tout le monde a éclaté de rire. Et puis il me dit mais tu ne connais pas le monsieur, c'est ton père. Donc je ne connaissais pas et c'est comme ça. Et moi je disais toujours que ma mère, après ma mère est venue à Dakar nous voir, c'était un peu vers les années 66 peut-être ou 65. Et moi je disais que ma mère c'est ma grand-mère. Et ma mère c'était ma soeur. Et elle c'était ma grand-mère. Donc c'était pas des rapports de maman que j'avais avec elle, parce que je ne la connaissais pas pratiquement. Je la voyais de temps en temps quand elle venait voir ma soeur, quand elle repartait, donc je n'avais pas de contact vraiment de ma mère, c'est ma grande soeur jusqu'à présent, d'ailleurs elle est c'est ma grande soeur. Il y avait quel écart d'âge? C'est très grand parce que moi je suis née presque 5 ou 6 ans après son mariage. Donc oui, et puis bon, oui, parce qu'elle a... maintenant, elle doit avoir presque 70 ans, elle doit avoir entre 18 et 19 ans, même 20 ans de plus que moi. Donc, elle aurait pu être ma mère. Quoi. Ouais. Donc c'était vraiment ma mère. Et son mari, c'était vraiment lui, pour moi, c'était lui mon père. D'accord. C'est comme ça que... Et pourquoi vous avez choisi d'être mauritanien? Parce que votre vie entière, apparemment, de votre enfance, était sénégalaise. Oui, mais comme je dis sénégalaise, parce que j'étais sur le territoire sénégalais. Mais pour moi, il n'y avait pas de différence entre... Je connaissais même plus les gens mauritaniens que les gens sénégalais dans le milieu où je vivais de chez mon beau-père qui était mauritanien. Donc c'était même pas je peux pas, quand on dit sénégalais ou mauritanien, c'est parce que j'étais sur le territoire sénégalais, mais en fait tout l'entourage, tous les gens qui étaient là, c'était, même quand je dis c'est des Mauritaniens, parce que à l'époque c'était l'époque où il y avait beaucoup d'immigrés qui venaient en France. Je me rappelle avec le contact de l'ambassade de Mauritanie et tout ça, qui amenaient les passeports pour faire partir les gens qui venaient de Sintian, de Wali, de Sagué, tout ça. C'est vraiment le milieu dans lequel je vivais n'était pas un milieu sénégalais.
J'étais sur le territoire sénégalais, mais c'était plutôt le milieu mauritanien. Ok. Et tu sentais un attachement à ce pays de par ta famille, de par les gens Un attachement, oui. C'est-à-dire, comme je vous dis, le mot territoire, pour nous, au Fouta, le dire sénégalais ou mauritanien, c'était pas très. C'est peut-être à partir du moment où j'ai vécu en Mauritanie vraiment, c'est-à-dire quand je me suis mariée. Donc, Ibrahim, je l'ai rencontré à l'université. Donc, on s'est mariés, on s'est connus à l'université. Déjà, quand on s'est connus, donc quand je l'ai présenté, déjà tout de suite, il y avait les gens reconstituaient les liens de famille qu'il y avait entre nous. Donc, on s'est mariés. Et c'est seulement je suis quand même retournée en Mauritanie après en 72, puisque je suis restée là-bas presque 6 mois. Je suis revenue. Et c'est quand je me suis mariée que je me suis vraiment installée à Nouakchott. Voilà. Et en fait, la lutte, c'est parce que j'y étais avant même d'être sur le. Mais là, c'était plutôt des revendications universitaires, scolaires, ou bien des problèmes comment dire, on était un peu dans le mouvement marxiste, les mouvements comme ça de revendication et tout. Donc déjà depuis l'université, avec les grèves et tout, donc j'étais déjà engagée dans tous ces événements-là. Vous étiez boursière? Oui, j'étais boursière. Équiper votre bourse? Oui, le gouvernement mauritanien. C'est le gouvernement mauritanien qui paye votre bourse? Et quand j'ai rejoint, après mes études à l'université de Dakar, je devais aller en fait, je m'étais inscrite. Je ne m'étais même pas inscrite parce que je pensais faire des études d'assurance. Et donc, je suis retournée en Mauritanie. J'ai fait un stage dans une société d'assurance. Et je devais partir à Yaoundé dans le cadre de l'école de Yaoundé, qui est une école internationale où les Mauritaniens avaient 5 places. Et puis, il y a eu un problème justement, puisqu'on s'est retrouvés, on était 5, on avait 5 places, on était 4, et les 4 étaient tous des Noirs. Et donc le directeur nous a dit, ouais, je veux bien vous amener, mais il faut me retrouver en 5e, et de préférence que ce soit en Maure. Et donc finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus 5 places, mais 2 places. Et puis le directeur n'a pas voulu nous faire partir, il nous a pratiquement reversé. Et j'allais comme ça dans la rue, je rencontre un promotionnaire à moi qui me dit, ah mais tu n'as pas été au ministère parce que tu as une bourse pour le 3e cycle. Je dis, mais je n'ai pas demandé une bourse au 3e cycle, moi je voulais aller faire un truc. C'est comme ça que je me suis retrouvée, je suis revenue à Dakar. J'attendais mon premier fils, la Zakaria, donc je suis retournée à Dakar avec Ibrahim qui continuait ses études de 3e cycle. Donc je me suis dit, bon, je vais m'inscrire. Donc je me suis inscrite en DES, mais ça ne m'intéressait pas. C'est toujours en droit? Oui, en 3e cycle de droit, donc, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Et donc j'ai rencontré un promotionnaire qui me dit, mais pourquoi ça ne t'intéresserait pas de faire l'ENA? Je dis oui, parce que au moins là, parce que je trouvais que le doctorat c'était plus des études théoriques et je voulais faire quelque chose de. Je dis oui, ben, c'est intéressant. Il me dit oui, mais je dis mais comment je peux faire la démarche? Parce que moi je suis mauritanienne, l'ENA c'est une école, il faut être. Administration quoi. Administration. Il me dit mais tu fais comment? Tu demandes une autorisation par le biais du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade, et c'est le ministère des Affaires étrangères qui demande l'autorisation à l'école et on t'inscrit en tant que ressortissante mauritanienne étrangère. Et donc c'est comme ça que j'ai fait la démarche et tout. Et le ministère donc a envoyé la lettre par voie diplomatique pour demander qu'il m'accepte à l'ENA comme ressortissante mauritanienne. Et du préfet, alors c'était soit je faisais douane, soit je faisais impôt. Finalement je me suis retrouvée à la douane où j'ai fait une formation de 2 ans en tant que mauritanienne. Ok, à l'École nationale d'administration du Sénégal. Magistrature du Sénégal. Parce que pour l'instant, à l'époque, il n'y en avait pas à Nouakchott, entre autres. Non, à l'époque, il y en avait à Nouakchott, mais à l'époque, à Nouakchott, c'était 2 ans. Ils faisaient des formations courtes de 2 ans. Et ce n'était pas le même système, parce que les douaniers au niveau de Nouakchott faisaient bac plus 2 ans. Ah oui, ok, d'accord. Donc, vous n'avez pas besoin de... Toi, à l'époque, vous aviez des licences? J'avais déjà ma licence de droit. Donc, alors qu'à l'ENA, on formait des inspecteurs, ce qu'on appelait les inspecteurs de régie financière, douane, impôts, à partir de la licence. Et à l'époque, c'était la licence de 4 ans, parce que maintenant, on a changé. Maintenant, c'est 3 ans, et puis une maîtrise pour... Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait, donc
comment ça s'appelle, j'ai fait Les mouvements politiques auxquels vous étiez proche en université, c'était quel type de mouvement? C'est plutôt les mouvements, c'est plutôt... Alors, il y avait les problèmes de revendication, comment dire... Estudiantine, voilà. Et puis un peu, il y avait un peu les réunions. On était encore les trucs maoïstes. Voilà, c'est ça. C'est Anjef et compagnie. Voilà. L'extrême gauche sénégalaise. L'extrême gauche sénégalaise, tout ça. Il y avait les associations d'étudiants et tout ça, donc on s'est retrouvés dans ce cadre-là. D'accord. Et pendant ces études-là, vous avez gardé le contact avec le territoire mauritanien? Vous avez fait des allers-retours? Oui. En 72, j'y étais. En 73, 74, je me suis mariée en 76. Donc chaque année, en vacances, j'allais à Nouakchott. Donc jusqu'au moment où je me suis installée en 78. Entre 77 et 78, d'ailleurs, j'avais à l'ENA, puisqu'il faut faire un stage. Moi, je ne pouvais pas faire de stage au Sénégal, puisque c'était l'administration sénégalaise. Donc, je suis allée en Mauritanie, j'ai fait mon stage de 3 mois à la douane mauritanienne. Et donc, chaque année, quoi. En fait, à partir de 72, chaque année, j'y allais. D'accord. Et Ibrahima était aussi à Dakar, il finissait ses études là-bas. Quand moi je suis rentrée en 78, Ibrahima était encore à Dakar. Ibrahima est rentré après moi. Moi j'avais commencé à travailler, je suis rentrée en 78, j'étais en 78, je suis rentrée, j'ai commencé à travailler en 78, 79 et Ibrahima je voulais rentrer en 80. Et vous avez travaillé à Nouakchott? Je travaillais dans l'administration centrale. J'étais inspecteur de douane. Voilà, qui était votre premier vrai contact avec la société maure, non? Oui, on peut dire oui. Oui, non, mais à l'université de Dakar, on était quand même dans ce milieu très noir. Oui, mais oui, ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'université de Dakar, quand on est à l'extérieur, il n'y a pas cette différence-là. Les Mauritaniens sont tous ensemble, noirs et mous. Et le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où on partait, même en vacances, à partir du moment où on était sur le territoire mauritanien, même en vacances, on n'avait plus de contact. Moi, je me rappelle, j'en avais un qui habitait juste à côté de la maison où j'habitais. Et quand je le rencontre, je lui dis, on se dit, toi, quand on est à Dakar, on est bien ensemble, on va danser ensemble, on mange ensemble et tout. Et puis, quand on est là, c'est à peine si tu passes à côté de moi, si tu me dis bonjour, je dis oui, mais il faut comprendre, ici, c'est pas la même chose. Et puis, je dis, ah bon, quand on va rentrer, tu vas voir. C'est paradoxal. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est à l'extérieur, donc les gens sont ensemble, quoi. Les Mauritaniens sont tous ensemble. On se retrouvait tous dans une même chambre à midi où on prenait tous le thé ensemble et tout. Mais à partir du moment où on rentrait en Mauritanie, le contact, les liens étaient plus distendus. On avait l'impression que chacun retournait dans sa communauté. Il y avait une sorte de résidence mauritanienne à Dakar? Il y avait un lieu où vous habitiez? Non, moi j'étais à Claudel, c'est-à-dire le camp des... Vous étiez toujours avec votre grande sœur? Oui, mais j'habitais à Claudel. Quand j'ai eu mon bac, j'avais ma chambre à Claudel, donc à la cité universitaire. Mais j'étais à la cité universitaire. D'accord, ok. J'étais à la cité universitaire pendant toutes mes études, jusqu'en 1976 où je me suis mariée. Après, on avait un studio, ce qu'on appelait au pavillon des mariés à l'université de Dakar. C'était une période heureuse? Ouais, bah oui. Le premier bébé. J'étais encore à l'ENA, parce qu'il est né en 1967, la première année. Comment vous vous débrouillez avec un petit bébé et des études intensives? Oui, mais c'est plus simple en Afrique. On a une bonne qui vient là, qui s'occupe du bébé, qui fait la cuisine. On peut aller étudier et tout, donc il n'y a pas de problème. Okay. C'est moi. Bon, 78, vous avez 26 ans. Oui. Et vous commencez votre carrière en Mauritanie. En Mauritanie, oui. Voilà, racontez-nous un peu le début de ça. Alors, beaucoup de difficultés, parce que d'abord, je suis arrivée, j'étais la seule femme inspecteur des douanes. Et puis en plus, j'avais la caractéristique que je ne pouvais pas être intégrée comme inspecteur des douanes parce que j'avais une formation supérieure, donc j'étais intégrée comme administrateur. C'était un appelé administrateur de régie financière qui était le cadre A, prime au-dessus donc des inspecteurs, puisque comme je vous dis, les inspecteurs sont formés bac plus 2 ans. Moi j'arrivais avec 4 ans plus une formation de 2 ans, j'avais 6 ans après le bac, les autres avaient 2 ans après le bac. Et donc, à la fonction publique, je n'étais pas classée inspecteur des douanes, j'étais classée administrateur de régie financière. Mais
J'avais fait ma formation d'inspecteur des douanes, donc j'étais inspecteur des douanes comme formation. Et donc quand je suis arrivée, la première chose, quand je suis arrivée déjà dans un milieu d'hommes, j'étais femme, j'avais une formation supérieure, et donc ça s'est pas bien passé. D'abord, il fallait, je ne savais pas où me mettre. En plus, en plus la douane c'est un corps paramilitaire, donc c'est des hiérarchies. Donc on a des capitaines, des colonels, des lieutenants, des trucs. Donc moi, il fallait me classer quelque part. Et donc j'ai eu la particularité d'avoir des collègues qui ont fait, alors il n'y avait pas de statut, ils ont fait un statut. Et dans le statut, la particularité c'était qu'il ne fallait surtout pas que je sois dans le statut. Donc moi, je me suis retrouvée administrateur de régie financière, comme douanière, mais en dehors du statut. Et donc, on pouvait me mettre dans aucun bureau, puisque si j'étais dans un bureau avec un inspecteur, j'étais obligée d'être son supérieur, et donc ça n'allait pas. Et puis, ce qu'on avait trouvé comme parade, c'est qu'on avait un vieux conseiller, pas conseiller, mais comment on appelle ça encore, un assistant technique français qui était là, et qui avait le service de la législation et de la réglementation. Donc, on m'a mis avec lui. Donc, j'étais avec lui dans le même bureau, on travaillait ensemble. Donc, un Toubab, quoi? Ouais, Toubab, lui était un des vieux Toubab qui restait qui était là, qui avait ouvert la douane mauritanienne au moment des indépendances en 1960, qui était à quelques années de sa retraite. Et donc, qui était là, c'est lui qui avait toute la partie de législation, réglementation, tous ces problèmes-là. Donc, je me suis retrouvée avec lui. Et donc, le premier problème quand je suis arrivée, c'était que mon directeur qui me disait, alors je suis arrivée juste, il y a eu le coup d'État, hein, j'ai eu le coup d'État en 78, moi j'arrive en 79, donc on avait un gendarme qui était directeur des douanes. Et puis au bout d'un certain temps, quand j'ai fait des va-et-vient et tout, il m'appelle dans son bureau, il me dit, est-ce que en pensant peut-être que j'allais dire que je ne pouvais pas, parce que j'avais 2 enfants, que non, j'avais un enfant à l'époque. Il y avait une réunion à Bruxelles, il me dit, est-ce que vous pouvez aller à Bruxelles? Je dis, oui, pourquoi pas, mais je vais partir demain. Je dis, ok. J'ai fait les affaires, je suis partie pour 3 semaines. Heureusement que j'avais ma soeur qui était venue me voir, donc qui était là, qui est restée avec. Donc je me suis retrouvée un peu pendant la première période à m'occuper de tout ce qui était coopération douanière, donc Bruxelles, Ouaga, tout ce qui était, il fallait partir, c'est moi qui partais. Donc ensuite, au bout d'un certain temps, on a mis avec monsieur, il s'appelait monsieur Chamberlain. Donc j'étais avec M. Chamberlain, on s'occupait de la réglementation ensemble. Donc j'étais pas sur le... J'étais quand même sur le terrain un peu, parce que quand je suis arrivée, comme on ne savait pas de quoi... Oui, je me rappelle la première année quand je suis arrivée, une semaine après, comme on ne savait pas très bien ce que je devais faire, on m'a envoyé quand même au WAF, comme inspecteur au WAF. C'est quoi le WAF? Le WAF, c'est... À l'époque, il n'y avait pas le port de Nouakchott, il y avait un WAF, c'est jeté où okay. Les bateaux qui venaient, donc ce n'était pas vraiment un port. Donc j'ai été là-bas, je suis arrivée, je n'ai pas fait plus de 3 semaines, parce qu'il y avait des choses qui se passaient, je n'avais pas envie d'être embrigadée, vous savez comment ça se passe à la douane, je n'avais pas envie d'être embrigadée dans ces trucs de trucs comme ça, donc j'ai protesté, en me disant non, j'avais envie de faire le boulot vraiment, d'aller faire des visites et tout ça, mais en fait ça ne se passait pas comme ça, quoi. Et donc le chef de bureau qui était un neveu du directeur, il m'a fait ramener Darda parce que je les empêchais un peu de tourner en rond. Après 3 semaines là-bas, je suis revenue à la direction. Et donc à la direction, j'étais avec M. Chamberlain, je suis restée là, à m'occuper de tout ce qui était législation, réglementation, tous ces trucs-là. Voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant pratiquement de 79 jusqu'aux événements en 86. D'accord. Alors, pendant ces 6 ans, vous étiez active politiquement déjà? Politiquement, on ne peut pas dire que j'étais vraiment... J'étais au cœur de tout ce qui s'est passé, parce que bon, Ibrahima, qui était d'abord à l'UDM, ensuite, ils ont créé le MPAM, où j'étais active sans être active, parce que les réunions se passaient à la maison. Donc j'étais là,
Mais on ne peut pas dire active, c'est-à-dire active comme ça s'est passé en 89, quand je suis arrivée ici, où j'allais aux réunions, où j'avais des actions et tout. Là, j'étais plutôt plus... parce que bon, c'est vrai que quand il y avait des tracts à taper, c'est moi qui les tapais. Quand on faisait je le faisais avec Ibrahim, on faisait des documents, distribuer, des trucs comme ça, mais j'étais pas vraiment, quand il y avait une réunion par exemple à la maison, j'étais pas là. Pendant la réunion en train de donner mon avis et tout, j'étais plutôt, je faisais plutôt comme je dis la logistique. Et ça, la réunion se faisait à la maison. D'ailleurs, je me rappelle ma soeur quand elle venait me voir, quand il y a eu les arrestations, quand Ibrahim a été arrêté, elle dit, ah maintenant je comprends, ça ne m'étonne pas parce que quand elle venait nous voir à 7h, quand il y avait une réunion, à 7h, elle disait, bon, on a mangé, tu vas dormir parce qu'il y a une réunion, on les enfermait dans la chambre. Et donc elle disait, je comprends maintenant pourquoi, parce que ça ne m'étonne pas qu'il y ait ça, parce que je ne comprenais pas, à 7h, on me disait d'aller dormir, on voyait des gens venir, entrer, sortir, et donc elle ne comprenait pas grand-chose, quoi. Mais bon, quand il y a eu des arrestations, elle s'est dit, bon, maintenant je comprends. Donc c'est plus être là, savoir, je savais ce qui se passait, je savais de quoi il s'est retourné et tout, mais j'étais pas, on ne peut pas dire que j'étais vraiment active comme actuellement. J'étais pas vraiment, c'est pas dire structurée, mais j'étais là. Et entre 79 et 86, les rapports de travail avec vos collègues... Ah non, mais de toute façon... Il n'y en avait pas? Non. Les rapports de travail, c'est quand vous êtes dans un bureau et que vous avez quelqu'un qui vient dans le bureau, qui vous parle en arabe, vous lui dites que je ne parle pas arabe, il lui dit mais vous n'êtes pas mauritanien, ici les Mauritaniens, quand on est Mauritanien, on parle arabe. Je dis mais je suis désolée, je suis Mauritanien, mais je ne parle pas arabe. Voilà, ça a toujours été comme ça, mais ça c'est... en fait, le contact, il est au bureau, donc on ne se fréquentait pas, vous n'allez pas ils ne viennent pas chez moi, je ne vais pas chez eux. On se retrouvait au bureau, ou bien alors, comme j'allais souvent en mission, donc on avait des délégations de mission, donc on allait souvent ensemble dans des réunions à Bamako, un peu partout. Mais on ne peut pas dire que c'était des relations de travail. Ça s'arrêtait là. Autant avec mes collègues noirs comme moi, je pouvais aller chez eux, ils pouvaient venir chez moi, on connaissait la famille, on se connaissait. Les collègues mots, non, je n'ai jamais été dans la maison d'un collègue mot, il n'est jamais venu chez moi. Par contre, on se retrouvait au bureau, il y avait des contacts cordiaux. Je peux dire que les contacts, ils ont quand même été cordiaux jusqu'aux événements, quoi. Donc ça a été la surprise, mais sinon, quand on se retrouve, on discute, on chahute, il y a parfois, bien sûr, des pics mais bon, ça s'arrête là, quoi. Mais on se rend compte qu'on n'a pas la place qu'on doit avoir, on n'a pas ce qu'on devrait... On aspire à quelque chose parce qu'on est dans un truc, on se dit on a fait des études, je peux être là à la place de telle personne, mais ça n'a jamais été comme ça. Et il y avait des femmes qui sont venues un peu dans le bureau? Moi, quand je suis arrivée, il y avait une femme qui était contrôleur des douanes, qui avait fait une formation, donc brevet plus la formation douanier. Sinon, il y avait quelques préposés, ce qu'on appelle des préposés des douanes à l'époque. Bon, c'est des gens qui ont un niveau peut-être certificat d'études. C'est tout. Et ensuite, en 79 pratiquement jusqu'en 84 ou 85, j'ai donné des cours aussi à l'ENA. J'ai donné des cours pour contrôleurs des douanes. J'ai formé les contrôleurs des douanes. Ensuite, il y a eu... j'ai arrêté, pourquoi? Parce qu'on a eu un directeur qui a voulu arabiser. Parce que, comme il disait, l'arabisation, donc ils ont formé des contrôleurs, des préposés, des brigadiers de douane en arabe. Et vous étiez en contact avec les milieux Poularfoun, enfin les militants Poularfoun, ceux qui travaillaient pour la... Pour la promotion du Poular. Promotion de la Poular. Pas vraiment. On était... C'est vraiment, je ne peux pas dire que c'était c'est pas du militantisme actif, mais on est dans la mouvance, quoi. On est dans la mouvance. Donc, c'est vrai qu'avec tous ces gens qui travaillaient, donc qui sont tous à l'UDM ou bien dans ces organisations, par exemple les JP, ça, donc ils sont tous au MPF, donc c'est des gens que je côtoie tous les jours dans ce militantisme. Donc moi j'allais aux réunions, chaque fois qu'il y a eu une réunion, je partais avec Ibrahim, mais en fait ce qu'on faisait le plus nous les femmes, c'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient dans le milieu militantisme, c'est que bon, par exemple on a eu parfois des crises, on a des femmes qui ne comprenaient pas que le mari n'était jamais là, allaient se réunir, des trucs comme ça, donc on allait les voir. Celles qui parmi nous comprenaient un peu ce qui se passait, allaient les voir pour leur expliquer que le mari, quand il
partait à 8 heures et qui revenait à minuit ou qui revenait à 2 heures, il n'allait pas faire la cour, mais c'est parce qu'il était en réunion, il n'y avait pas de problème. Et parfois, quand il y avait une réunion quelque part, on y allait, certaines familles y allaient pour rester ensemble avec les femmes, pour bien montrer que quand le mari aussi part ailleurs, c'est dans le cadre de cette réunion-là, et que voilà, c'est un peu ça. Comment vous avez réagi au coup d'État de M. Ould Taya? C'était en 84, vous étiez en plein boulot. Alors, au coup d'État de Maouya, j'étais vraiment pas dans la situation parce que je venais d'avoir des jumeaux et de les perdre. Et donc, j'étais en plein deuil parce que je me rappelle justement, j'ai accouché le 14. Attendez, il faut que je me rappelle un peu parce que cette date, c'était en 84. Donc je revenais, j'étais allée faire un stage en Suisse de 3 mois. Donc c'est là-bas d'abord que j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc je suis revenue. Donc j'ai accouché, je crois, parce que le jour du décès du deuxième, je me rappelle ça comme ça. On parlait, les gens nous disaient il y a eu le coup d'État avait eu lieu, et on parlait d'un mariage qui avait eu lieu quelque part. On disait que la femme de Maouya y était. Alors le coup d'État venait d'avoir lieu juste une semaine. Le coup d'État a eu lieu le 12, moi j'ai accouché le 14. Parce que le coup d'État a eu le 12, moi j'ai accouché le 14, mais j'étais déjà à l'hôpital pendant 2 semaines. J'attendais 2 jumeaux, donc j'avais des soucis, donc j'étais à l'hôpital quand il y a eu le coup d'État. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital. Et donc, quand je suis sortie, j'ai perdu le premier jumeau 4 jours après, le deuxième une semaine, le jour même du baptême, donc j'étais bouleversé. J'étais dans cette chose-là, donc pour moi, bon, il y avait un coup d'État, il y avait un coup d'État qui était arrivé, mais c'était tout quoi, pour moi. Et quand vous avez repris le boulot, il y avait eu... ça fait des changements? Non, ça rien n'a changé pour moi. Rien n'a changé. De toutes les façons, pour moi, c'était clair, rien n'avait changé. D'autant plus qu'il y avait le statut qui était là. Je me battais pour ce problème de statut parce qu'ils avaient... comme j'étais la seule à ce moment-là à être administrateur de régie financière, donc pour eux, ce que j'entendais, c'est que toi, tu n'es pas de la douane. Tu es administrateur de régie financière, tu n'es pas douanier. Donc c'était ça toujours. Jusqu'au moment où j'ai eu des collègues qui ont fait le concours, qui sont allés faire la formation ENA, puisque l'ENA, comme on dit, l'ENA long venait d'être ouvert. Donc maintenant, on pouvait faire 4 ans. Donc les inspecteurs des douanes qui avaient fait Bac plus 2 pouvaient aller prolonger pour faire 2 ans de plus pour devenir administrateur de régie financière. Donc ils sont partis, ils ont fait la formation, ils sont revenus, ils étaient 4. Et donc là, ils étaient administrateurs de régie financière, donc ils se retrouvaient dans la même situation que moi. Mais eux, ils étaient des anciens douaniers. Et donc là, maintenant, ça ne les arrangeait plus d'avoir un statut qui disait que l'inspecteur des douanes, l'inspecteur principal, c'était celui qui avait fait Bac plus 2 ans. Et donc, parmi eux, il y avait quelques mots, 1 ou 2, et donc il fallait refaire le statut, Et donc là, j'étais plus seule. Encore que j'étais toujours seule parce que la formation n'était toujours pas la même, puisque moi j'avais Bac plus 6 et eux ils avaient Bac plus 4, mais là ils étaient quand même classés administrateurs de régie financière comme moi, même s'ils étaient classés plus bas, puisque moi j'avais eu le temps de... Le problème se posait toujours parce que j'avais eu le temps de grimper les échelons, donc même si eux ils étaient intégrés en début d'échelon, donc même ils reprenaient le statut en mettant que les administrateurs de régie financière étaient des inspecteurs principaux, il se trouvait toujours le fait que moi j'étais toujours devant. Et pour eux, il n'était pas question d'abord en tant que femme, en tant que noire, d'être quand même leur supérieur hiérarchique. Donc pendant toute ma carrière, ça m'a poursuivi. J'étais là, j'étais dans un corps sans être dans ce corps-là. On arrive à 86 et donc... On arrive à 86, il y a des événements, donc les événements sont arrêtés. Donc, puisqu'il y a eu la création des Flammes donc en 83. Oui, et puis la circulation du manifeste. Qui, bien sûr, était à la maison avant que j'ai tapé le manifeste et tout. Donc, je me rappelle d'ailleurs, on avait un ami qui avait sa femme qui était enceinte et une nuit, on a la police qui nous appelle. Et donc, on a cru que c'était... il nous a appelé, c'est la police qui a appelé, quelqu'un de la police qui a appelé
et qui disait c'est de la part d'Idrissa Ba. Donc on s'est dit, ça y est, c'est la police qui arrive. Donc on avait des sacs de manifestes et tout, on a tout trimballé parce qu'on était dans une maison à 2 étages, donc on a tout trimballé pour le mettre sur le toit. Et finalement, quand on a eu son coup de fil, c'était sa femme qui devait accoucher, il voulait qu'on vienne l'amener à l'hôpital. Donc c'était tout un truc. Donc le manifeste est distribué, envoyé partout, jusqu'au jour des arrestations. Moi, on était à la maison, et puis je me rappelle ce jour-là, j'avais été au travail, parce qu'on faisait la journée continue. Et puis, je ne sais pas, vers 11h, je ne me sentais pas bien. Vers 11h, j'ai dit à mes collègues, je ne me sens pas bien, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi, et puis c'était le début d'un week-end, puisque le week-end, ça commence le jeudi. Donc c'était le jeudi, puisque c'est le week-end, c'est le jeudi, vendredi, donc je rentre chez moi. Et je vais me coucher, je dis, bon, comme je dis, en Afrique, on a la chance d'avoir des domestiques, donc j'avais la boîte qui faisait la vie. J'arrive, je lui dis, bon, moi je vais dormir. Si les enfants viennent de l'école, il faut leur donner à manger, je ne me sens pas bien, je me repose. Jusqu'à 2h30, je crois 3h. Ensuite, on a mangé, je me suis levée, on a mangé, j'ai commencé à faire le thé. Et à ce moment-là, Ibrahim qui était dans son bureau en train de travailler, il était dans le bureau, il était sur la terrasse en haut, me dit tiens, il y a des policiers qui sont là, qui veulent me voir, donc je vais avec eux, tu suspends le thé, et puis on continuera à mon retour. J'ai dit bah ok, donc j'ai arrêté. J'ai attendu 4h, 5h, je ne voyais pas bien, je dis quelque chose qui se passe quand même. Comme je conduisais à l'époque, parce que je ne fais plus maintenant ici, je prends ma voiture, je vais voir une amie. J'arrive chez cette amie qui est médecin. Il y avait une petite fête. Donc quand je suis arrivée, comme il y avait une petite fête, je n'ai pas voulu, je suis allée, je me suis mise dans son coin, j'attendais. Puis elle est venue me voir en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu n'es pas bien et tout ça. Je dis, ouais, c'est parce qu'il y a des policiers qui sont venus chercher Ibrahima, je ne sais pas. Je dis, mais il fallait me le dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ouais, je ne sais pas. Il dit, mais alors ils avaient un autre ami qui était avec eux, qui n'était pas arrêté, lui. Il me dit, mais va voir. Je ne savais pas encore s'il était arrêté, donc il me dit, va voir tel. Et puis tu vas aller le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pour voir où Ibrahima. Donc je prends le bateau, je peux le voir. Il me dit, ah bon, on va aller au commissariat. Et donc le commissariat est juste à côté de la direction des douanes. Donc on y va, on arrive, on trouve un inspecteur des douanes, je crois un commissaire, le commissaire direct, il dit, ah, vous n'êtes pas au courant, depuis ce matin on est en train d'arrêter les gens, et pas essayer de les flammer, on est en train de, depuis ce matin, Ibrahim a été arrêté à 3h, mais il y en a qui ont été à 3h, mais il y en a qui ont été arrêtés depuis ce matin, il fait partie des derniers à être arrêtés, ils sont tous à l'école de police. Alors on débarquait, on n'était pas au courant, j'ai dit, ah bon, j'ai dit, bon, on va aller voir, donc on est arrivé, mais on n'a pas pu accéder puisque tout était barré et tout. C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés, que je l'ai revu qu'au moment de... quand ils ont été amenés au tribunal pour être inculpés. Et donc là, bien sûr... C'était quel mois? Rappelle-moi. Septembre. Septembre 86. Septembre 86. Et donc là, ils étaient tous à l'école de police. Bien sûr, à l'époque, comme je dis, tout le monde... C'était un tollé, quoi, les flammistes, c'est les gens qui commencent à mettre en question la suprématie des mots. Il y avait un truc, tout le monde, à l'époque, personne ne nous connaissait. Donc tout le monde fuyait. Donc je peux dire que c'est là où, parce que vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que politiquement si j'étais impliqué, là on était obligé d'être impliqué parce qu'on était les seuls, on n'avait plus personne. Et parmi nous, il y avait des femmes qui débarquaient, qui ne savaient pas très bien ce qui s'est passé. Bon, il y en avait qui avaient... On avait un noyau où on se connaissait, on se fréquentait parce que nos maris étaient ensemble. C'était la femme de Bafara, la femme de Kanseidou, la femme de, comment elle s'appelle, de Ibrahim Assar et tout ça. Parce qu'on se voyait tout le temps, parce que les réunions se faisaient chez l'un, chez l'autre. Donc, comme je disais, c'était les femmes où on allait expliquer à certaines femmes ce qui se passait tout. Il y avait la femme de Ibrahim Rassoum. Et donc, à la force des choses, on s'est retrouvés. Donc, au tribunal d'abord, puisque à l'école de police, de toute façon, il n'était pas possible de les voir. Donc, on est allé au tribunal chaque matin, faire pratiquement un sitting. Moi qui travaillais, je ne travaillais presque plus, donc on est allé là parce que pour avoir des nouvelles, parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Donc, chaque jour, on disait, ils viennent au tribunal aujourd'hui, demain ils seront au tribunal, après-demain. Donc, on s'est dit, ben, on va les... Je l'avais vu quand même avant ça parce qu'ils sont venus faire une perquisition à la maison.
Donc le premier jour quand ils sont venus, parce que moi, comme les enfants, on les avait envoyés à... Ils m'avaient préparé à l'époque sa thèse. Donc c'était les vacances, pour avoir un peu tranquille, on avait envoyé les enfants chez ma grande sœur à Dakar pour qu'elle puisse faire son... C'est pour ça qu'on était seuls à l'époque à la maison, on était que les deux à la maison. Et donc quand on l'a arrêté, donc j'ai été chez l'amie et j'ai habité chez elle pendant cette période-là. Donc quand ils sont venus faire les perquisitions la première fois, il n'y avait personne puisque je n'étais pas là. Donc ils ont envoyé dire qu'il fallait que je vienne le lendemain parce qu'il avait fait une perquisition. C'est comme ça que j'ai vu Ibrahim, je crois, une semaine après son arrestation donc à la maison pour la perquisition. Et après je ne l'ai plus revu jusqu'au moment où ils sont venus au tribunal pour être mis en accusation. Mais tous les matins, on se regroupait et on faisait un sitting devant le tribunal. En disant qu'on attendait de les voir. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé parmi les femmes. D'autant plus que bon, il y en avait qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc moi j'étais véhiculée, donc j'avais une voiture, ça me permettait d'aller prendre quelques-unes, donc former un noyau, on était 4 ou 5 à être tout le temps ensemble, donc j'allais tout le temps les prendre pour qu'on aille ensemble au tribunal. Donc jusqu'au moment où il y a eu le jugement. Et donc en plus, à partir du moment où on les a inculpés, on les a amenés à la prison, c'était nous qui assurions leur repas. La prison ne leur assurait pas, l'administration ne leur assurait pas leur repas, c'était nous qui devions nous débrouiller pour leur apporter à manger à midi et le soir. Récupérer leurs habits et faire le linge. Donc on faisait le va-et-vient tous les midis, tous les soirs pour amener à manger. Et donc comme j'étais véhiculée, j'en avais 4 ou 5 que j'allais prendre chaque fois, j'amenais et puis je revenais, la ramener chez elle et puis j'allais. Et ça s'est passé comme ça jusqu'au moment où il y a eu le procès, ils ont été condamnés, ils ont fait appel. Ça s'est passé jusqu'au moment où on les a amenés à Ouattara, tous les midis, tous les soirs. C'était nous qui assurions leur repas. Mais au boulot, vous avez en fait, vous n'êtes pas allé. J'y allais, mais bon, le matin j'allais au travail à 14h, parce qu'on faisait la journée continue. Donc à 14h je repartais. La journée continue, c'est sans déjeuner, c'est ça? Oui, un travail de 8h, 14h, quelque chose? 7h je crois, c'était 7h je crois, jusqu'à 14h30 ou 15h. Donc moi à 14h je partais, j'allais prendre le repas, je faisais mon petit tour, j'amenais le repas, je revenais, je déposais, je rentrais chez moi. C'est vrai que pendant cette période-là, j'aurais pu avoir des problèmes au niveau du travail, mais paradoxalement, je n'ai pas eu de soucis au niveau du travail. Je n'ai pas été embêtée parce qu'on aurait pu dire que je n'étais pas là, mais bon, comme tout le monde, vous savez comment ça se passe chez nous. Tout le monde est pratiquement, donc... D'accord. J'ai assuré pendant la période où j'étais obligée d'aller faire mes missions, je suis partie quand même, donc j'avais quelqu'un d'autre qui amenait les repas. C'est parmi les femmes je m'arrangeais avec les femmes, l'une des femmes. Donc quand il y avait des missions, je ne pouvais pas dire non, je ne vais pas, j'y allais quand même. J'ai été à Ouaga, j'ai été 2 fois, j'ai été au Nigeria 2 fois, j'ai continué dans des missions à travailler et aller aux missions quand il y avait des missions. Et Ibrahim, rappelle-moi, il a été condamné à combien de... 5 ans. 5 ans de prison. 5 ans de prison, avec perte de droits civiques civils et puis une amende de commune. On était payés, donc on n'avait pas les moyens. Et donc voilà, jusqu'au moment où ils sont... Alors comme je disais, on s'est retrouvés, toutes les nuits, là on était obligés, on les a faites ensemble, quand il fallait se battre pour... parce qu'à un moment donné, on a arrêté, les gens disaient qu'ils refusaient qu'on leur amène... Parce qu'on récupérait leurs habits, qu'on lavait, qu'on repassait, donc à un moment donné, le gouverneur du district avait refusé qu'on le fasse, donc il a fallu qu'on se batte pour qu'ils acceptent. Ensuite, à un moment donné, chaque fois il y avait des tracasseries, chaque fois il fallait aller au ministère de l'Intérieur, faire un sitting au ministère de l'Intérieur, donc on se regroupait, toutes les femmes, on allait faire un sitting tous les jours, jusqu'au moment où ça s'est débloqué. Vous étiez combien de femmes dans ces... On était quand même, celles qui étaient vraiment sur la brèche, on était quand même une dizaine. Les autres, pas parce qu'elles n'étaient pas sur les brèches, mais il y en a plusieurs, parce que quand on les a arrêtés, quand il y a eu le premier procès et qu'il y a eu comment on appelle,
ils ont fait appel et la confirmation de la peine. Il y a beaucoup de femmes dont les maris travaillent, donc qui étaient fonctionnaires, mais qui ne travaillaient pas. Donc, ils ont été, l'administration a récupéré toutes les maisons. Donc, il y a plusieurs femmes qui se sont retrouvées sans domicile. Donc, il y en a plusieurs qui sont rentrées donc, au village. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont partis, qui sont rentrés au village. Donc, celles qui étaient là, on continue donc, à se voir. Il y en a beaucoup qui sont repartis au village. Donc, quand Ibrahim est allé à Walata, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas la porte à côté, là. Oui, quand il est parti à Walata, c'était pas... Donc, ils sont partis sans... Parce qu'au matin, nous, on s'est retrouvés à la prison. On ne nous a jamais laissé entrer à la prison. Donc, c'était toujours devant la porte. On arrivait à la porte, on donnait le repas à un garde qui amenait le repas. De temps en temps, on les voyait par la fenêtre qui nous regardaient quand ils étaient autorisés. Alors, on avait mis en place tout un circuit d'information, parce qu'on arrivait à correspondre. Donc, d'abord, on avait des bols. Dans les bols, il y avait le couvercle du bol. Donc, on dévissait le couvercle. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les papiers pelures. Je ne sais pas si vous... Oui, c'est les papiers Bible, quoi. Voilà, quand les gens tapaient, on avait le papier fort, et après il y a un carbone, et puis il y avait le papier fin qu'on mettait derrière. Donc c'est sur ces papiers-là, on écrivait, on les pliait, on les mettait autour de la vis qui rentre dans le truc, on les mettait à l'intérieur et on vissait. Et donc eux, quand ils le recevaient, et puis parfois on mettait du papier vierge, quand ils le recevaient, c'est comme ça qu'on leur donnait des informations de l'extérieur. Donc ils ouvraient, et puis ils regardaient, ils disaient, quand ils avaient des trucs, ils faisaient la même chose, ils renvoyaient les boîtes. Et donc il y avait des petits détenus de droit commun, mais qui étaient des enfants, des mineurs, parce que cette prison-là, il y avait des mineurs, des gosses de 11 ans, 12 ans, 10 ans. Et c'était eux qui faisaient Ils s'étaient attachés, ces gosses qui mangeaient avec eux et tout, et c'est comme ça que jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui avait mal vissé. Ensuite, on a retrouvé un autre système, c'était les pagnes qu'on utilisait pour attacher le bol. Alors, c'est un système d'ailleurs que j'ai utilisé après moi quand j'ai été déportée, quand je vais en parler quand j'ai été déportée. On prenait donc le pagne, on faisait un grand ourlet comme ça. Et donc, une fois qu'on avait écrit le document, on le pliait, on le glissait dedans. Et donc, eux, quand ils recevaient, et on attachait, quand ils recevaient le pagne, ils sortaient le petit bout, ils lisaient, puis eux aussi ils faisaient la même chose. Donc, on trouve toujours des petits systèmes pour communiquer. Quand il y en avait un qui était trouvé, on en trouvait un autre, quoi. Et donc, ça s'est passé comme ça jusqu'au moment où, quand ils devaient partir à Walata, la veille de leur départ, c'était donc la veille du 12 décembre, puisqu'ils sont partis, je crois, le 11 décembre, la veille, le 10. J'avais un cousin qui travaillait au ministère de la Justice. Et, alors, on a été les voir. Je rentre à la maison à 7h et je le trouve à la maison. Et il me dit, tu sais que ils vont partir à Walata demain. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, bon, je suis tombée sur la décision au niveau du tribunal. Et donc, demain, ils doivent être transférés. Je dis, de toute façon, nous, on vient de la prison, ils ne sont pas informés. Je dis, ah, peut-être. J'ai repris dans la voiture, je suis repartie. Là, c'était pendant un mois où on avait autorisé. C'était parce que c'est après, quand on a fait la reconstruction, c'est le mois où il y a eu le procès des militaires qui avaient la tentative de coup d'État de 87. Donc pendant le mois où ils étaient en procès, on a ouvert les portes pour les voir. Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller les voir. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à rentrer. Donc ils étaient dans la cour de la prison et les gens venaient les voir dans la cour. On n'allait pas dans la chambre, mais dans la cour, donc il y a eu plein de gens comme ça qui sont venus les voir. Et donc, c'est comme ça qu'on allait là-bas, on emmenait les enfants. Et donc, nous, on venait de rentrer. Moi, je venais de rentrer quand j'ai eu l'information. Donc, j'ai repris la voiture, j'ai été prendre Siti, Aïdara, la femme de Bafara. Et il y avait la femme d'Ibrahim Hassoum. Je lui ai dit, mais ici, il paraît que les gens doivent les ramener demain, on va y aller. Donc, quand on est parti, on a trouvé des femmes qui n'étaient pas encore parties. J'ai dit à Ibrahim, tu sais qu'il paraît vous allez être transférés demain à Walata. Je me rappelle, il y avait le vieux Télé Youssef Gueye qui nous a engueulés, il nous a crié dessus en disant qu'est-ce que c'est que ça, vous racontez des histoires, demain c'est le 12, je ne sais pas, après demain c'est le 12, on va certainement être amnistié et vous venez nous raconter qu'on va aller à Walata. Il nous a engueulés comme du poisson pourri qui nous rappelle.
Il a dit, mais non, mais nous, on a appris l'information, elle vient du ministère de la Justice. Il dit, non, non, c'est pas vrai, c'est des histoires. Allez, sortez. Et puis, bon, bien sûr, les gens commençaient à pleurer, tout ça. Vous nous embêtez avec vos pleurs, sortez, partez, et tout. On était avec la femme de Diego Tapsio qui était allée à Bogué, qui est venue donc pendant le mois où les visites pour pouvoir voir ça, Diego Tapsio. On était là ensemble avec Diego Tapsio et Diego Tapsio disait non, non, de toute façon, vous n'en faites pas, vous savez. On dit oui, mais il paraît que vous partez. On dit oui, mais c'est pas grave, de toute façon, vous savez, nous, on est décidés, quel que soit ce qui peut arriver, la vie ou la mort, tout est pour nous. On dit, mais vous vous rendez compte, à la tête. Et Diego Tapsio, l'autre, comment il s'appelle, Tennis Sougué, lui disait c'est pas vrai, c'est des histoires, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça, partez, prenez vos affaires, vous nous embêtez avec vos pleurs. Et puis on est parti. Et comme la femme de Farah, donc comme elle avait quitté son logement, bien qu'elle était assistante sociale, mais elle avait quitté son logement de fonction, donc elle avait rejoint un logement qui était plus petit, donc elle avait des affaires qu'elle avait conservées chez moi. Et donc il y avait des habits de Farah, elle m'avait demandé est-ce que tu peux pas amener les habits à Farah, parce que je ne veux pas qu'il parte comme ça, il a ses habits à la maison, donc je suis partie avec le neveu de Farah à la maison, on repartit, on a ouvert la malle, on a pris des effets et tout, et on est reparti à la prison. Et au moment où j'arrive à la prison, où je me gare, je vois les camions qui venaient chercher les camions militaires. On se gare et on descend, on arrive et puis les gens me disent non, non, c'est fini, personne ne peut rentrer, ne peut pas rentrer. Puis non, on a des habits, non, 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 ils ont refusé, donc on est resté là à voir les militaires descendre, les camions qui étaient venus les chercher. Ils devaient être 22h, 23h, et puis après, bon, les gars sont venus, bon, on circulait quoi. On n'avait rien à faire ici, donc on est parti. Et le lendemain, je vais prendre ma pompe là. Ok, donc on est 22h. Vous voyez les camions. Ouais, non, alors on arrive le lendemain. Elle n'est pas en place. Voilà. C'est bon? Donc le lendemain, je vais au travail et puis j'ai la femme de, je crois que c'est la femme de Baron Jouaka qui est venue me voir au bureau en me disant ça y est, ils sont partis, d'ailleurs on a envoyé quelqu'un pour me dire de venir prendre leurs affaires. Je dis mais quelles affaires? Elle me dit mais ils sont partis sans rien, il paraît qu'ils n'ont rien amené. Donc je prends ma voiture, on y va, on arrive et là on nous ouvre la porte de leur chambre, ils étaient et tout en nous disant ben voilà pour récupérer leurs affaires et en fait on a trouvé leur sac, leur sac de couchage, leur matelas de couchage, en fait tout, ils n'avaient rien amené. Et donc il y avait des petits de droit commun qui étaient là, qui nous disaient ouais, ils sont venus le soir, dans la nuit. Alors en fait c'est après qu'on a appris comment ça s'est passé. En fait on appelait l'un d'entre eux, dès qu'ils sortaient on lui mettait des menottes et on lui mettait dans la voiture. Les Ibrahima qui avaient cru en ce qu'on leur avait dit qu'effectivement ils partaient, n'ont pas voulu se changer, ils ont gardé leurs habits, ils se sont mis des habits et ils attendaient. Tennis Sougué qui nous disait c'est pas vrai, c'est des histoires, avec son pyjama, lui, tranquillement, il allait dormir, donc il est parti en pyjama. Ils sont tous partis tels qu'ils étaient habillés. Donc quand on est arrivé, on a trouvé leurs affaires tout là. Et donc on a tout récupéré, donc on s'est retrouvés à la maison, et puis on a dit, ben, on va pas laisser passer comme ça, et on s'est remobilisé, et on est allé faire un sitting au ministère de l'Intérieur. Et là, on a été rejoints par quelques femmes de militaires, parce que quand ils partaient à Ouattara, ils sont partis avec des militaires. Avec tous, ils sont partis. Donc là, c'est là où les femmes de militaires, les 3 ou 4 qui étaient là, qui sont venues nous rejoindre. Donc c'est là où on a formé on a encore eu... Donc en fait, les femmes de militaires, on les a retrouvées, on est allé au ministère de l'Intérieur, et c'est là où on les a trouvées. Donc on a formé un petit groupe, il y en avait 4 ou 5 qui étaient là. Et donc, on est resté, on est allé au ministère de l'Intérieur, on a fait des sittings au ministère de l'Intérieur, on a été reçu par le directeur, à l'époque, qui était le directeur de la synthèse, comme on dit, Camara Moussa, qui a été à un moment donné consul ici en Mauritanie, après les événements de 89. Donc, on est resté là, on l'a embêté. Et puis, le fait aussi qu'on avait les 2 femmes de Tennis-Sougué. La particularité des 2 femmes de Tennis-Sougué, c'est que Tennis-Sougué a été un peu le parrain de la femme de Maouia, celle qui est décédée. Puisque c'est lui, il paraît, qui avait intercédé à l'époque pour faire le mariage entre Maouia et... Parce que les parents étaient amis. Et donc, la femme de Maouia était très proche de cette famille-là.
Et donc, quand on est parti, on a fait des sittings, on s'est battu, on a tout fait. Le directeur de la sécurité nous a dit, bon, vous prenez tout ça, moi je vais vous donner une réponse et tout. Donc, on a pris toutes les affaires, on les a amenées chez moi. En général, c'était là le lieu de rendez-vous et de trucs, parce que j'avais la chance d'avoir une grande maison, donc tout était là. Et donc, la femme de Ted Musuke a essayé de faire appel à la femme de Maria, qui connaissait particulièrement, en passant par le père de cette femme, parce que c'était des amis. Il a dit voilà ce qui se passe, ils sont partis sans sa fille. Vraiment, j'aimerais que tu vois ma fille pour lui expliquer. Parce qu'on joue beaucoup à l'affectif, joue beaucoup aux relations, des trucs comme ça. C'est pour ça que parfois, quand on dit, on ne peut pas faire un amalgame, on ne peut pas dire tous les mots sont comme ça ou tous les arabo-berbères sont comme ça, parce qu'on a des liens parfois particuliers avec certains ou d'autres. On ne peut pas globaliser. Et donc, elle, par l'intermédiaire de cette jeune femme, d'ailleurs, on a eu beaucoup de luttes, on s'est battu, ou c'est par son intermédiaire qu'on a pu aboutir. Par exemple, quand je vous disais, quand on a refusé qu'on leur lave leurs habits et tout ça, c'est par la femme de Ted Musuke qui a fait intervenir la femme de Maria et qui a fait une pression sur le gouverneur du district à l'époque, qui nous a permis d'avoir l'autorisation de reprendre les habits et laver pour qu'ils soient dans des conditions correctes. Là aussi, avec les histoires de matériel qu'ils n'avaient pas pu amener, d'affaires qu'ils n'ont pas pu faire, c'est comme ça que ça s'est résolu par l'intermédiaire de la femme de Ted Musuke, qui a fait jouer encore ses relations. Et du jour au lendemain, on nous a téléphoné pour dire, je me rappelle, c'était au mois de janvier 87. 88, ils sont partis, c'était vers, pas janvier, mais vers mars, avril, 3 mois ou 4 mois après qu'ils soient partis, où on nous a dit, on nous a appelé pour dire, bon, amener les affaires, on va les amener. Donc on a tout mis dans un camion, on a tout amené au ministère de l'Intérieur, et puis leurs affaires sont parties les rejoindre à Walata. Et votre groupe de femmes, c'était un groupe informel ou vous avez fait une association? Ah non, c'est informel. C'est informel. C'est informel parce que, non, c'est parce que c'était parmi les femmes, il y en a qui se connaissaient, qui se fréquentaient du par le fait que leur mari était déjà dans un groupe. Donc, comme je vous dis, on se voyait, on se connaissait, chaque fois qu'il y avait des réunions, donc on allait chez les uns, chez les autres. Le contact était. Parce que c'était des gens qui étaient dans des organisations politiques, mais en plus des organisations politiques, les femmes, on se connaissait, il y avait des liens et tout. Donc, c'est ce noyau de femmes, on se connaissait. Parce qu'il y en a qu'on ne connaissait pas. Par exemple, moi, je me rappelle, parce que les flamistes, ils ont été arrêtés en 2 groupes. Il y a le premier groupe qui a été arrêté au mois de septembre, et il y a eu le deuxième groupe qui a été arrêté après. Quand il y a eu, je crois, 2 mois après, au mois de septembre, ils ont été arrêtés. Je me rappelle quand on est arrivé, quand le deuxième groupe a été arrêté, on les a amenés en prison, donc on commençait la première soirée, on arrive devant la prison, il y avait le deuxième groupe de femmes qui venaient amener le repas comme nous. Et quand elles sont arrivées, elles nous ont mises à l'écart en disant que ce sont nos maris qui sont les gens qui avaient entraîné leur mari, que leur mari n'avait rien à voir avec ça. Ils ne connaissaient pas ce qui se passait, ce n'était pas des politiques. Et c'est certainement à la faute de nos maris que leur mari était en prison. Et donc, moi, je me rappelle, je m'étais accrochée avec l'une d'entre elles, on s'est disputé là devant la prison et tout. En disant, oh, ouais, nous, alors, elles ont fait leur groupe, elles parlaient, elles potaient. Ça fait des histoires. Et c'est le jour du procès, le procès de leur mari, donc quand il y a eu le procès, où elles débarquaient, parce que parmi les femmes, il y en a qui ne savaient pas ce que les maris faisaient. Ouais, les maris allaient venir, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient impliqués dans les trucs politiques. Et donc là, le jour du procès, quand elles ont entendu leur mari dire, on a fait une réunion, on a écrit ça, on a fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, elles débarquaient, donc ils se sont rendus compte que ce n'était pas les premiers qui avaient entraîné le second, mais c'était le même groupe et qu'on a arrêté les premiers et que les deuxièmes ont suivi, quoi. Mais c'était tous des militants et que tous ils étaient dans des... C'est vrai que dans ces mouvements-là, il y a des femmes qui sont impliquées, qui connaissent, qui savent ce que les maris font, qui sont elles-mêmes impliquées parce qu'elles tapent, parce qu'elles sont là pendant la réunion. Il y en a d'autres qui débarquent, qui ne savent pas ce qui se passe. Qui ne savent pas que les maris sont dans des mouvements politiques, donc qui débarquaient. Donc ça peut... Après, une fois que ça s'est passé, où elles se sont rendues compte, après on est devenu un peu, on faisait tout ensemble. Et donc là, on était quand même une quinzaine, hein, on a été une quinzaine. Et donc chaque fois qu'il fallait aller...
Chaque fois qu'il y avait une revendication, il y avait quelque chose, on avait besoin de quelque chose, on avait besoin soit d'une information, soit d'une aide qu'on devait leur apporter ou quelque chose comme ça. On se retrouvait tous ensemble, on se donnait un rendez-vous quelque part devant le ministère de l'Intérieur, devant le ministère de la Justice, devant à l'époque il y avait le président de la Ligue des droits de l'homme mauritanien. On se retrouvait chez lui. Je me rappelle quand il y a eu le décès de Diko Tapsiou, on ne pouvait pas avoir l'information, les gens ne voulaient pas donner l'information. On disait il est mort, les gens disaient il est mort, non il n'est pas mort. On a fait un sitting devant le ministère de l'Intérieur qui n'a pas voulu nous recevoir. On est allé au ministère de la Justice qui nous a dit ouais, mais même moi si j'ai une information, je ne peux pas vous la donner et tout. Je me rappelle c'était le secrétaire général du ministère de la Justice. On est allé faire un sitting chez le président de la Ligue des droits de l'homme. On est allé chez lui un soir vers 18h, 19h, on est resté là-bas jusqu'à 22h. On disait on ne bouge pas tant qu'on n'a pas l'information. Et c'est là où il nous a dit, bon, j'ai un rendez-vous le président, je vous dis, et puis il est venu me dire, mais officiellement, je n'ai pas d'information officielle, mais je peux vous dire officieusement qu'effectivement, il est décédé. Et dans ces sit-ins ou ces rassemblements, vous essayez de un peu forcer les choses, vous avez fait face à la répression physique? Oui. Moi, par exemple, j'ai été au commissariat plusieurs fois. Pourquoi? Parce que quand Ibrahim a été arrêté, comme il était à l'université, donc il était chef de département de l'université, donc on n'était pas logés en fait, parce que c'était une maison qui nous appartenait, qu'on avait achetée en location, donc on payait plus. Mais à l'université, ses collègues pensaient que c'était une maison d'université. Et donc le jour où Ibrahim a été arrêté, une semaine après, j'ai eu un collègue à lui, qui est venu débarquer chez moi avec la police en disant je viens pour récupérer. Quand ils ont commencé à sortir les gens, il est arrivé en disant bon, je suis venu pour récupérer la maison. J'ai dit mais vous avez compris, la maison n'appartient pas à l'université. Il est reparti. Mais après, il est revenu comme il avait été effectivement, la maison ne l'appartenait pas, mais il avait été meublé par l'université. Donc il est parti parce que partout, puisque nous quand on est revenu de Dakar, on avait amené nos meubles, mais il y avait une partie qui était meublée. Donc parce que c'était une grande maison en fait, on avait 2 grands salons, on avait 4 chambres, donc il y avait des meubles forcément de l'université qui avaient, surtout on avait déménagé, on n'était plus dans ce... Et donc il est arrivé, le monsieur il est arrivé en disant je suis venu prendre des meubles, je lui ai dit mais attendez, mon mari il est arrêté, il n'est pas encore condamné, attendez qu'il soit condamné, qu'il soit confirmé, à ce moment-là vous allez prendre ce que vous voulez. Et donc le jour du procès de l'appel, le procès a lieu, la confirmation est faite. Moi je rentre à la maison, je prends le repas, je vais à la prison. J'étais devant la prison quand je vois une voiture de police arriver. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit madame Sarah, on a besoin de vous. Je dis ah bon, mais j'amène le repas. Il me dit non, on va s'en occuper, vous partez avec. Donc je prends la voiture, je pars avec eux. J'arrive, je trouve devant chez moi une foule